depuis maintenant 3 ans, j'ai créé mon laboratoire de sous-traitance en Guadeloupe pour fabriquer des produits pour les porteurs de projets en cosmétique, Ok. les nouvelles marques ou les instituts de beauté, les hôtels. Et l'idée est de créer de la cosmétique tropicale, donc c'est-à-dire d'intégrer dans les produits naturels le maximum d'ingrédients issus de la biodiversité. Ok. C'est une conviction que j'ai, c'est que beaucoup de choses n'ont pas encore été amenées au marché. C'est un peu cru de parler comme ça, mais par le marché, on arrive à justement à sauvegarder tous à rendre utiles ces écosystèmes, à faire prendre conscience aux gens que ça a de la valeur. Donc, Bienvenue à tous nos auditeurs fidèles et nouveaux sur Sharing is Caring. Je suis Blue, votre hôte virtuelle, et aujourd'hui nous avons un épisode passionnant qui vous attend. Nous plongeons dans l'univers fascinant de la cosmétique avec une experte qui va révolutionner votre vision des produits de beauté. Leslie Passide, ingénieure en chimie spécialisée en formulation de produits cosmétiques, nous rejoint pour partager son parcours unique et ses innovations dans le domaine des cosmétiques tropicaux. Avec une expérience internationale et un laboratoire en Guadeloupe, Leslie nous ouvre les portes d'un monde où la biodiversité tropicale rencontre la science pour créer des produits éthiques et efficaces. Si vous êtes curieux de savoir comment les petites marques révolutionnent l'industrie ou comment les produits naturels transforment nos routines de beauté, cet épisode est pour vous. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu. Merci de faire partie de notre communauté. Restez à l'écoute, car cet épisode promet d'être aussi informatif qu'inspirant. bonjour Leslie, bienvenue. Bonjour, bah, merci. Comment ça va? Bah, ça va bien, ça va bien. Merci infiniment de nous rejoindre pour cet épisode. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore? Pas de souci. Alors, moi, je suis Leslie Passide. Je suis ingénieure en chimie spécialisée en formulation de produits cosmétiques. Et donc, ça fait 10 ans que je suis dans l'industrie cosmétique. Et j'ai travaillé dans plusieurs pays, donc au Canada, en Angleterre, en France, en Guadeloupe. Et dans différents domaines, mais toujours en restant dans l'industrie cosmétique. Et depuis maintenant 3 ans, j'ai créé mon laboratoire de sous-traitance en Guadeloupe pour fabriquer des produits pour les porteurs de projets en cosmétique, Ok. les nouvelles marques ou les instituts de beauté, les hôtels. Et l'idée est de créer de la cosmétique tropicale, donc c'est-à-dire d'intégrer dans les produits naturels le maximum d'ingrédients issus de la biodiversité tropicale. Ok, super, vraiment super, hein. C'est une conviction que j'ai, c'est que beaucoup de choses n'ont pas encore été amenées au marché. C'est un peu cru de parler comme ça, mais par le marché, on arrive à justement à sauvegarder à rendre utiles ces écosystèmes, à faire prendre conscience aux gens que ça a de la valeur. Donc, c'est aussi une conviction que j'ai, donc je trouve ça génial que tu fasses ça. Euh, C'est donc, sûr. t'es de Guadeloupe, du coup. C'est ça, je suis de Guadeloupe et de Martinique, mais j'ai grandi en Guadeloupe. Cool, super. Merci en tout cas d'amener tout ça voilà, à nos yeux et nos oreilles de par le monde. Euh, du coup, la première question que j'ai, c'est pourquoi ne pas te lancer dans une marque? C'est quoi ton histoire? Pourquoi est-ce que tu t'es pas lancé dans une marque comme on pourrait peut-être imaginer, hein? On est dans les cosmétiques, on aimerait voilà, voir son nom un peu briller comme celui enfin, il y en a plein, hein, Bettencourt, McCartney, etc. Euh, voilà. Quelle est ton histoire? Quel est ton parcours? Bah, c'est une bonne question. Alors moi, ce que j'aime dans les cosmétiques, c'est la formulation. Donc c'est l'idée de mélanger plusieurs substances, de voir ce que ça produit, de voir les textures différentes et de créer des produits qui sont utiles. Donc ce que je dirais, le problème avec la création de marques, c'est que la partie recherche et développement, elle est au tout début et qu'après, le gros du travail, c'est le marketing, la vente, qui ne sont pas vraiment mes domaines de prédilection.
Donc, pour rester dans la formulation et dans la création de produits, créer un laboratoire de sous-traitance, c'était la meilleure solution. Et en plus, je tenais à promouvoir toutes les matières premières de cette biodiversité-là qu'on connaît, qu'on a souvent brutes, parce que, il y a des fabricants d'huile, d'extraits végétaux, mais qu'on a du mal à valoriser avec des produits à plus forte valeur ajoutée, des produits finis où bah, la valorisation se fait forcément à l'extérieur de la Caraïbe, on va dire. Et donc, l'objectif était de faire du Made in the Caribbean avec ce laboratoire. Donc, c'est pour ça que je me suis pas lancée dans la création de marques. Et puis, ça fait toujours plaisir de voir toutes ces nouvelles marques qui se développent et les entrepreneurs avec plein de projets différents, des convictions différentes. Et j'ai l'impression d'avoir plein de marques, du coup. Incroyable. J'adore ton approche. Tu travailles donc avec des gens qui créent leur marque, mais aussi tu as parlé d'hôtels. Du coup, j'ai C'est l'impression que ça. ta vision des cosmétiques, elle est un peu infinie. C'est aussi quelque chose que je partage. Enfin, sans vraiment être consommateur de beaucoup de produits cosmétiques, très très peu en fait. J'ai l'impression il y a tellement de diversité dans les peaux, les cheveux, etc., que finalement, le marché couvrira jamais totalement ses besoins. Et j'ai l'impression que c'est aussi ton approche. Bah, en fait, finalement, on est tous très consommateurs de produits cosmétiques parce que souvent, quand on entend cosmétique, on pense au maquillage, mais finalement, ça couvre tout. Donc, toutes les crèmes, les gels douche, le dentifrice, ce sont des produits que tout le monde utilise régulièrement, plusieurs fois par jour même. Donc, les produits, les savons pour les mains, le shampoing. Donc, en fait, on est tous consommateurs de ce type de produits. Alors, souvent, on pense que le marché est saturé parce qu'il y a tellement de marques différentes. Mais ce qui est bien avec les cosmétiques, c'est que le consommateur, donc nous, on est prêt à essayer de nouvelles marques. Donc, parfois, on a nos préférés, nos chouchous, mais ça ne nous dérange pas de tester de nouvelles choses et d'adopter de nouveaux gestes. Donc, en soi, il y a de la place pour tout le monde sur ce marché. Et donc, et puis en plus, en ce moment, on va de plus en plus vers la personnalisation. Donc, tout le monde veut son produit spécifique qui va à son type de peau, son type de cheveux. Donc, bah, de nombreuses marques existent. Donc, c'est vraiment un bon, euh, on va dire, aire de jeu, si je peux dire, pour des formulateurs qui aiment créer toujours plus de choses différentes. Incroyable. D'ailleurs, à cet égard, je me permets de faire appel à ton expérience. Tu dirais qu'on en est à combien de pourcents saturation? Est-ce que si 100% c'est tous les besoins en produits sont couverts, euh, à quel pourcentage on en est à l'heure actuelle, selon toi? Alors, ça va dépendre du marché et où on se place dans le monde. Donc, c'est sûr que si on se place sur le marché européen, bah là, surtout en France, donc c'est le pays de la cosmétique avec les grands noms qu'on connaît, les L'Oréal, LVMH, etc. Donc, en fait, en France, il y a de plus en plus de petites marques aussi. Donc, le marché, je dirais, on est peut-être à 90%. Ah, quand même. Mais l'avantage, c'est que vu que c'est un marché très mature, on est très en avance et il y a de nouvelles technologies qui sortent tout le temps. Donc, en fait, des nouvelles problématiques qui apparaissent, typiquement, je pense à la problématique du microbiote cutané. Donc, c'est quelque chose dont on n'entendait pas parler il y a 10 ans. Et en fait, de plus en plus d'études prouvent que bah, le microbiote cutané a une importance dans le bien-être. Et donc, les produits qu'on applique sur la peau ont leur importance. Donc, des nouvelles études sont sorties, donc des nouveaux produits sont sortis. Donc, en fait, c'est toujours ça, il y a toujours de l'innovation. Après, quand on change de marché, si on se place en Amérique du Sud, par exemple, en ce moment, le Brésil explose avec les produits capillaires adaptés à tous les types de cheveux parce qu'ils ont cette diversité de population. Et donc, ils ont cette nécessité de répondre à tout le monde. Donc là encore, il y a beaucoup de place, même dans les autres pays d'Amérique du Sud, je pense au Chili notamment, où on trouve très peu de produits cosmétiques. Donc là, pareil, le marché est très ouvert. Sinon, en ce moment, l'Asie est très en avance, surtout la Corée. Donc, ils ont des problématiques différentes, des besoins différents. Donc là aussi, on n'est pas du tout saturé à 100% ni à 90%. Donc, il y a la place encore. Et puis, sans parler du marché africain qui est toujours demandeur avec une population grandissante. Donc là, tout est à faire et c'est maintenant qu'il faut le faire parce que les choses commencent vraiment à s'installer, les filières à se construire. Donc là, on en est même pas à 50%. Donc,
il y a toujours des choses à faire partout. Incroyable. En tout cas, merci de partager ton expérience et ton expertise avec notre audience. C'est bien noté. Je pense que voilà, ça tombera pas dans l'oreille de sourds. Donc, C'est sûr. Mon conseil, c'est ça. Vous avez un concept un peu innovant, pas forcément innovant finalement, parce qu'il suffit de bien le vendre et de bien s'adresser à la bonne cible. Et ensuite, lancez-vous. La partie la plus difficile, c'est finalement trouver sa cible. Et puis, pour la partie R&D formulation, vous vous entourez de formulateurs, de laboratoires de sous-traitance si vous n'avez pas les compétences. Et c'est parti. ok, bien noté. En tout cas, on manquera pas de laisser tes coordonnées dans les notes de l'épisode, afin que les personnes qui sont porteuses de projet puissent avoir quelqu'un à qui parler. Pas de souci, pas de souci. D'ailleurs, comment est-ce que tu vois les choses évoluer? Est-ce que tu penses que c'est plutôt des petites marques qui vont prendre des parts de marché ou les grandes marques qui vont s'étendre? Je sais que, enfin, du peu d'expérience que j'ai, j'ai vu en tout cas de mes propres yeux, de mon vivant, Rihanna arriver avec sa marque et tout rafler parce qu'elle s'est justement alliée avec, je sais pas quelle, LVMH, je pense. Oui, LVMH, une grande maison de formulateurs. Donc elle est Ben, partie. en fait, c'est un peu des deux parce que les petites marques sont très innovantes et sont beaucoup plus dynamiques parce que du fait de leur taille, je pense que ça va plus vite de prendre des décisions. Elles ont moins peur de tester de nouvelles choses. Et donc, les grosses marques sont un peu plus frileuses là-dessus parce qu'elles ont une responsabilité aussi avec une quantité de produits délivrés et vendus partout dans le monde très importante. Donc, rater un lancement dans une grande marque, ça peut avoir de lourdes conséquences. Mais les grosses marques, en général, elles attendent de voir ce que les petites font. Et ensuite, elles s'alignent avec les tendances qui ont marché. C'est souvent ça. On voit souvent des petites marques qui se font racheter par des grosses au bout d'un certain temps parce qu'elles ont grossi, elles arrivent à leur taille maximale et ensuite, pour pouvoir évoluer plus, souvent, bah, elles se font racheter. Donc, je dirais que le marché fonctionne vraiment, bah, tout est lié finalement. Donc, pour moi, les petites marques s'adressent aussi à une population un peu plus niche. Et à partir du moment où elles veulent grossir et s'adresser à tout le monde, bah, souvent, elles ont besoin des moyens des grandes marques. Et les grandes marques ont un peu peur de lancer des produits un peu spécialisés. Mais quand elles voient que ça prend et que ça plaît à tout le monde, bah, elles se mettent. Et donc, pour l'exemple de Rihanna, on voit que maintenant, bah, tout le monde le sait, les influenceurs ont leur main un peu partout. Et donc, bah, elle a targeté, elle a ciblé une problématique importante qui était le manque d'inclusivité et de représentation. Et donc, elle s'est adressée à cette population-là et ça a fonctionné. Donc, c'est pour ça que je dis, les produits cosmétiques, c'est vraiment ça. Il faut trouver sa cible et faire comprendre à sa cible qu'on arrive avec une réponse aux besoins. Et puis, ça fonctionne. Ok, intéressant. Enfin, j'espère que voilà, hein, c'est ce genre d'épisode. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur les podcasts. Ça a suscité pas mal de vocations chez moi, donc notamment de commencer un podcast. Euh, Ah oui. et j'espère voilà que ça tombera pas dans l'oreille de sourds, hein. Les marchés sont ouverts. Même un marché français, tu as parlé de 90%. Donc il y a toujours de la place. 10%, c'est énorme. Bah oui. Il y a toujours de la place en cosmétique. C'est ce qui est magique, c'est on a l'impression que tout est fait et pourtant on continue à avoir de nouvelles marques et nous, on continue à tester de nouvelles choses parce qu'on n'est pas figé sur un produit. Donc, il y a toujours de la place, donc n'hésitez pas. Ça marche. Question un peu plus qui porte un peu plus à la controverse. Le bio. Donc voilà, moi personnellement, et puis par net, on a vraiment une vision du bio. Euh, je crois que c'est pas forcément ton cas, même si tu parles tu mets en avant le côté durable sur ton site. Quel est je pense que voilà, tu y as pensé forcément. Quels sont les pour et les contre bah, de faire les choses en bio, en cosmétique à l'heure actuelle? Alors, il faut bien faire la différence entre la naturalité et les produits biologiques en cosmétique parce que les produits biologiques nécessitent une certification biologique ou, selon la règle, il y a une norme donc ISO, qui indique que pour désigner un produit comme étant biologique, il faut qu'il y ait au moins 98% d'ingrédients biologiques dans le produit. Donc, ou sinon, qu'il ait une certification biologique. Et en fait, la difficulté en cosmétique, ce sont des produits qui
contiennent plusieurs ingrédients, plusieurs matières premières. Et pour arriver à faire des textures intéressantes, agréables et des produits efficaces, on est parfois obligé d'utiliser des ingrédients qui ne sont pas 100% biologiques, mais qui peuvent être d'origine naturelle. C'est là où, c'est ce pourquoi sur mon site, je ne dis pas que je fabrique que des cosmétiques biologiques. Parce qu'il y a cette problématique et les limites, en fait, ce que fait la nature en biologique. Parce qu'à partir du moment où on utilise typiquement un émulsionnant, donc c'est ce qui permet de faire une crème, de faire tenir une crème, bah, partir sur un émulsionnant biologique, bah, il n'y en a pas tellement. Donc on est obligé de partir sur une molécule qui est d'origine naturelle et qui a été modifiée pour obtenir cette propriété de tensioactif. Voilà. Sinon, en biologique, bah, c'est juste pas possible en fait. On est limité à des produits, des huiles, des beurres, des produits qui sont finalement très simples. Donc, dès qu'on veut aller sur des textures un peu plus euh, avancées, on va dire, un peu plus Moderne, différentes, tout le monde. modernes, c'est ça, ben, on est obligé d'introduire une partie d'ingrédients qui ont été processés. Et donc là, on perd en fait la certification biologique. Mais ils sont approuvés par les labels biologiques en cosmétique. Donc Ok. on arrive quand même à faire des produits cosmétiques bio, mais on est un peu limité dans le type de texture qu'on veut. Après, il y a la question des conservateurs. Souvent, c'est très controversé. Personne ne veut des produits conservés. Le problème, c'est que si on met pas de conservateurs dans les cosmétiques, déjà, on respecte pas certaines réglementations qui sont obligatoires. Dès qu'on a de l'eau dans un produit, on est obligé de mettre des conservateurs listés. Donc, typiquement, en Europe, on a une liste de conservateurs qu'on doit faire apparaître. Ok. Donc, si on le fait pas, bah, votre produit respecte pas la norme. Donc, vous êtes obligé de suivre ça. Et donc, dans ces conservateurs, certains sont autorisés par les labels biologiques, donc tant mieux, mais d'autres ne sont pas autorisés. Et en fait, ceux qui sont autorisés, il y en a très peu. Ce qui fait que avec les produits biologiques, donc tout le monde utilise les mêmes conservateurs et parfois on observe des développements de réactions allergiques sur ces conservateurs-là parce que c'est une question euh, du fait que en fait on est de plus en plus confronté aux mêmes conservateurs. Et donc c'est pour ça. Le bio, oui, mais il y a une certaine limite, donc il faut en être conscient. Et surtout, il faut savoir pourquoi on achète des produits biologiques. Quelle est notre raison de les acheter? Est-ce que c'est parce qu'on a des convictions pour l'environnement, qu'on veut des produits durables? Est-ce que c'est parce que on pense que qui dit biologique dit bon pour la peau? Pas forcément. Est-ce que ben, il faut avoir sa raison et savoir ce qu'on recherche? Est-ce qu'on veut soutenir l'agriculture durable, l'agriculture biologique? Donc c'est pour ça qu'on achète du biologique. Voilà, il y a toutes ces raisons. Et Ok. la limite, la deuxième limite que je vois en biologique, c'est bah, typiquement les produits professionnels. Si vous parlez aux coiffeurs de produits biologiques, ils vont tous vous regarder, oh mais ça marche pas, c'est inefficace. Alors c'est faux, hein, il y a des produits biologiques qui fonctionnent très bien, mais il y a cette réputation de produits qui sont pas efficaces. Et je pense que c'est le travail aussi à faire dans l'industrie pour éduquer les gens sur le bio. Alors, tout n'est pas perdu parce que ce qui est bien, c'est que les fournisseurs d'ingrédients ou les fabricants d'ingrédients cosmétiques bah, se tournent de plus en plus vers ça, hein. Maintenant, il n'y a plus de fabricants qui lancent des nouveaux produits qui sont pas naturels. Ils sont pas forcément biologiques, mais ils vont être naturels ou d'origine naturelle. Donc, on va de plus en plus trouver des ingrédients efficaces et naturels. Donc, tout n'est pas perdu. Donc, les grandes marques, maintenant, elles se mettent aussi à faire du certifié naturel, biologique, pas toujours parce qu'on est encore plus limité, mais au moins naturel. Donc, c'est pour ça, moi, je prône plus la naturalité, la durabilité, s'assurer que le produit se dégrade, a une bonne biodégradabilité. Pour moi, c'est beaucoup plus important. Et après, je privilégie dans tout ce qui est extrait de plantes, huile végétale, évidemment, les matières premières biologiques. Ok. Très bien. Bah, très clair, hein. Merci pour ta réponse. Voilà, c'est rare de pouvoir parler à des professionnels de l'industrie, d'avoir ces informations hein, qui sont ouais, rarement connues du grand public. Donc, je te remercie de nous livrer voilà, tes impressions là-dessus. Merci. Oui, on devait parler du parallèle entre l'agriculture durable et la cosmétique naturelle. Et en fait, c'est vraiment ça. En cosmétique naturelle, on utilise des ingrédients qui sont issus de l'agriculture durable avec toutes les certifications qui existent. Donc,
agriculture biologique, Rainforest Alliance, si on change de pays, ou Fair for Life. Enfin, voilà. Ok, oui, 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 c'est très bien. Oui. Euh, ok, prochaine question. Tu as parlé de limitations dans la connaissance actuelle des cosmétiques qui permettaient pas forcément, par exemple, de faire des multiplications comme on veut, etc. Quel rôle l'innovation a en fait, dans l'avancement de pratiques durables? Est-ce que il y avait des choses qu'on ne savait pas faire sans utiliser la chimie ou utiliser des processus non naturels et qui, en raison de nouvelles innovations, sont maintenant possibles? Est-ce que c'est maintenant est-ce qu'il y a une innovation qui amène vers plus de durabilité dans le cosmétique? Est-ce que c'est la tendance que tu peux observer ou c'est pas vraiment quelque chose Ah oui, bien sûr. En fait, qui se passait à l'époque, dans les années 80-90, voire avant les années 2000, si on veut, les matières premières en cosmétique étaient créées pour répondre à une problématique. Et on regardait pas, on faisait pas l'analyse de cycle de vie, ce qu'on fait aujourd'hui pour quasiment tous les produits qu'on crée. Ça n'existait pas. Et donc, du coup, si on voulait un émulsionnant, je reprends cet exemple-là, ou un gélifiant, par exemple, on lui donnait les propriétés spécifiques, ça fonctionnait, et voilà, on ne regardait pas s'il se dégradait, on ne regardait pas l'impact qu'il y avait sur l'environnement lors de sa conception, de sa fabrication, ça ne nous intéressait pas, on regardait juste son efficacité pour l'utilité donnée. Donc, on arrivait à formuler très facilement, puisqu'il existait pléthore de matières qui avaient un rôle particulier. Donc, dès qu'on voulait un gel avec ce toucher, un toucher doux, par exemple, on prenait ce gélifiant et on savait qu'il nous apportait le toucher doux. Et en fait, la formulation se faisait comme ça. On formulait en ajoutant toujours plus d'ingrédients. Donc, on avait des longues listes d'ingrédients sur les produits parce que chaque ingrédient avait une utilité, une fonction. Donc ensuite, il y a eu l'idée de faire des produits qui soient plus clean, hein. Donc souvent la clean beauty qu'on entend. Donc du coup, on s'est dit qu'il fallait réduire quand même la quantité d'ingrédients qu'on mettait parce que pour avoir moins d'impact. Donc on a commencé à développer des ingrédients qui étaient à multifacettes, quoi, multi-usages. Donc on avait par exemple un gélifiant qui est aussi émulsionnant. Donc du coup, on n'en met qu'un seul et ça fait les deux. Donc après, il y a eu le côté durabilité environnement. Donc ça, c'est quelque chose que maintenant toutes les entreprises prennent en compte. C'est plus une nouveauté, ça fait partie vraiment de la création des produits cosmétiques finis et également des ingrédients. Donc c'est une donnée qui est vraiment ancrée. Donc on va plus créer un produit sans y penser. Donc forcément, on va vouloir utiliser des ingrédients qui sont le plus issus de la biodiversité ou de la biotechnologie. Parce que donc, d'abord, il y a eu cette idée d'utiliser des ingrédients issus du végétal, de la nature. Donc, on est parti rechercher en fait des ingrédients qui étaient connus. Si je reprends l'exemple des gélifiants, on utilise énormément de gomme de xanthane aujourd'hui parce que c'est un produit qui était bien connu de l'agroalimentaire et qui est naturel. Donc, du coup, on va l'utiliser. Sauf que la difficulté avec la naturalité, c'est que l'ingrédient ne fait pas exactement ce que vous voulez. Il n'est pas conçu pour faire un toucher doux. Donc, typiquement, la gomme de xanthane, on va avoir un toucher qui sera assez collant. Donc, si vous faites un gel de gomme de xanthane, c'est très bien, vous aurez un gel, mais il ne sera pas très agréable. Donc, du coup, on va chercher à utiliser d'autres ingrédients naturels qui vont pouvoir modifier cette propriété. Et donc, d'où le rôle du formulateur. Et donc, là, entre en jeu la complexité de la formulation du naturel, puisque le naturel ne réagit pas du tout, très peu comme on le veut. Donc voilà. Ensuite, il y a eu cette idée vu que maintenant on puise tout dans la nature, est-ce qu'on va pas épuiser les ressources? Parce que les besoins en cosmétiques sont quand même très importants. Surtout, vous prenez une société comme L'Oréal, à lui seul, il peut épuiser une plante, typiquement dans le monde entier. Donc en fait, il y a eu cette problématique. Donc on va souvent chercher les plantes ailleurs, dans des endroits parfois qui sont isolés, ou en Amazonie par exemple. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rase les arbres et on fait de la monoculture de cette plante parce qu'elle fonctionne bien en cosmétique? Non, c'est pas la solution. Donc là, il y a une réflexion qui s'est mise aussi sur cette problématique-là. Et donc, plusieurs voies ont été trouvées et sont toujours en cours. Donc, il y a celle de créer des biotechnologies. Donc, cette fois-ci,
on va extraire en fait la partie active de la plante qui va nous donner les propriétés et on va les reproduire en laboratoire. Donc en fait, ça va pas être une plante biologique du coup, puisque ça va être issu de la fabrication physico-chimique en laboratoire, mais on va éviter d'épuiser la ressource végétale en reproduisant finalement en laboratoire cette molécule, voilà. Si je prends un exemple bien connu qui n'a rien à voir avec la cosmétique, typiquement la vanille. Aujourd'hui, le goût vanille, c'est pas des gousses de vanille qu'on va récupérer. On a créé une molécule qui a ce goût vanille. Heureusement, parce que sinon, il y aurait plus de vanille dans le monde où il y aurait eu que ça et plus d'autres choses, quoi. Donc, du coup, c'est l'idée de pas épuiser la vraie ressource. Donc, s'en inspirer et bah, toujours avoir des produits qui sont biodégradables derrière. Donc après, il y a eu la partie aussi plus réglementaire, on va dire, sur l'indemnisation et la participation des peuples qui sont touchés par le fait d'utiliser leurs plantes. Donc là, il y a tout les protocoles de Nagoya typiquement qui s'est développé. Parce qu'on entendait souvent à l'époque, avant les années 2000, des grosses firmes qui s'installaient au Mexique qui utilisaient le savoir de la population locale et épuisaient leurs ressources. Et la population locale n'en profitait pas. Donc, c'était un problème. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a le protocole de Nagoya qui oblige, en fait, de prendre en compte les besoins de cette population et de limiter l'épuisement de leurs ressources et aussi de faire qu'il y ait une redistribution de la richesse. Donc, l'argent qui est fait avec leurs plantes leur est également redistribué. Et aussi, on les aide pour leur développement, pour le développement de leur territoire et ben, ils participent aussi à l'exploitation d'une filière. Donc, en fait, c'est toutes ces problématiques qui aujourd'hui font partie intégrante du développement de produits cosmétiques à travers, ben, typiquement la RSE, par exemple, la responsabilité sociétale en entreprise ou autre, mais en fonction des pays, il y a des règles différentes. Mais c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus et qui est indéniable. Là où avant, même il y a 10 ans de ça, quand moi j'ai commencé en cosmétique, on entendait très peu parler de ça et c'était surtout des personnes marginales qui faisaient attention, il faut pas oublier ce type de problématique. Aujourd'hui, tout le monde en est conscient et plus personne ne va aller épuiser une ressource. Ok, ça marche, ça marche. Très bien, très intéressant. Merci en tout cas de partager toutes ces évolutions, hein. C'est clairement une industrie qui bouge, voilà, très exposée, donc on voit et on entend, hein. C'est pas que des belles paroles dans ce podcast, mais voilà, tout à chacun aura eu, voilà, aura constaté en effet qu'il y a des évolutions. Très bien. Du coup, une question qu'on pose à tous nos invités, puisque d'habitude on parle plutôt de nourriture. Euh, je vais changer la question. Quel est ton ingrédient préféré en cosmétique? D'habitude, on demande Oh, en cuisine, mais là, vu qu'on a une experte en cosmétique, je me permets de te poser cette question. j'avais préparé la question sur la cuisine. J'avais Ah, c'est écouté les vrai? autres podcasts. Ah, Mais mince, oui, parce que c'est hyper dis donc. difficile de répondre à cette question. Alors, pour les ingrédients, c'est très, très difficile parce qu'il y en a tellement que je ne saurais pas dire exactement quel est mon ingrédient préféré. C'est sûr que chaque formulateur a sa patte. C'est un peu comme les cuisiniers. Vous allez reconnaître la signature de chaque cuisinier dans ses plats. Les formulateurs, c'est un peu ça. On va tous avoir nos petits chouchous, mais un seul ingrédient, c'est assez difficile de On en passe, choisir. on passe à la cuisine. Peut-être, je sais pas, tu as parlé de vanille. Peut-être que la vanille, ça a toujours été le truc qui a fait marcher toutes tes formulations. J'en sais rien. Ah non, non, pas du tout, parce que bah, le parfum, c'est encore autre chose que bah, moi, je suis pas parfumeur, j'utilise les parfums que les parfumeurs font très bien, mais les formulateurs, c'est surtout la texture du produit et sa sensorialité. Donc, lorsqu'on va l'appliquer, ben, quelle sensation on aura et puis l'efficacité par la suite. Ok. Donc, moi, le parfum, je l'ajoute à la fin, je prends celui que le parfumeur va donner et c'est très bien. Mais du coup, pour les ingrédients, c'est pour ça que c'est difficile parce qu'on en a tellement, donc on peut jouer avec une palette incroyable en fonction de si on veut faire des produits solides, des produits sans eau, des émulsions grasses, épaisses, légères, fluides, sprayables. Il y a vraiment une diversité incroyable. Donc, c'est pas évident. Mais bon, pour la cuisine en tout cas, pour les ingrédients préférés, bah, c'est bah, pareil. J'imagine que c'est compliqué aussi. Mais bah, moi, j'aime tout ce qui est les épices, hein, finalement. Et bah, typiquement le curcuma, des choses comme ça, le cumin, parce que c'est ce qui fait la beauté de la cuisine aussi caribéenne.
Donc voilà. Ok, super. Merci en tout cas pour ce partage. Curcuma, t'as jamais utilisé en cosmétique? Il y a des crèmes au curcuma maintenant. Si, j'ai déjà utilisé. Alors, à l'époque, le projet, c'était un exfoliant à base 100% naturel. Donc, je l'avais fait à base de sucre. Typiquement, hein, tout le monde pense que oui, on peut le faire dans la cuisine, c'est facile. Mais la difficulté d'un produit qui est vendu sur le marché, c'est qu'il faut qu'il reste identique pendant plusieurs années, quel que soit l'endroit où il est exposé. Donc, quand on fait le produit à la maison, bah, on ne s'assure pas de sa stabilité. Donc, c'est là que intervient le formulateur pour faire un produit commercialisable. Et du coup, pour ce produit-là, j'avais utilisé des colorants naturels puisque la cliente voulait des colorants naturels. Donc, le bleu, typiquement, c'est l'indigo ou la spiruline en naturel. Le jaune, bah, le curcuma. On a aussi du rouge qui peut être fait à partir de patates. Et c'est des choses comme ça, voilà. Et donc, j'avais utilisé le curcuma pour faire du jaune. Ok, top, top, top. On arrive à la fin de cette interview. Je te remercie infiniment. C'est vraiment un des meilleurs épisodes que j'ai eu l'occasion d'enregistrer. Vraiment. Oh, bah, merci. J'aimerais bien continuer, mais je suis un peu à court de questions, donc je vais pas me risquer. En tout cas, tu es la bienvenue pour revenir, hein, si bien sûr Il ça n'y te a pas de souci, hein. Moi, j'adore la formulation cosmétique, j'adore les cosmétiques. Donc, si je peux en parler, il n'y a aucun problème, hein. Merci pour ta Si tu as patience. d'autres questions, le sujet est inépuisable. Très bien, bien noté. Du coup, quel conseil tu donnerais à nos éditeurs? Donc, c'est une question qu'on pose à tout le monde également. Un conseil à donner à ceux qui nous écoutent en formulation, en ce que tu veux. Bah, je leur dirais, lorsqu'il s'agit de choisir les produits qu'ils veulent, de bien faire attention à bah, leurs priorités. Donc, si bah, leur priorité, c'est de contribuer euh, à faire des produits plus durables, plus naturels, donc dans ces cas-là, de s'orienter vers des produits labellisés. Comme ça, ils sont sûrs que leur produit est soit naturel, soit biologique et de bien faire attention à la composition également, de ne pas hésiter à retourner leur flacon, leur packaging et de regarder la liste INCI, on appelle, donc c'est la liste des ingrédients. Donc parfois c'est des noms un peu barbares, mais aujourd'hui avec Internet, vous pouvez retrouver, au moins comprendre ce que ça veut dire, comprendre ce que vous mettez, ce que vous appliquez sur vous tous les jours, parce que bah, mine de rien, une douche, bah, on en prend tout le temps, donc bah, c'est des produits qu'on applique tous les jours sur son corps et ça peut avoir un impact sur l'avenir. De faire attention à ça. Et pour ceux qui ont des peaux atopiques à problème, bah, de privilégier les cosmétiques qu'on trouve en pharmacie, vraiment. Et ceux qui ont vraiment fait des tests sur la tolérance cutanée sur les peaux, les produits hypoallergéniques en fait. Donc souvent, on pense naturel égale bon pour la peau. Alors ça dépend. Et donc dans le doute, vaut mieux qu'ils s'orientent vers les produits qui sont en pharmacie, naturels s'ils le souhaitent. Mais au moins, là, vous avez l'assurance que tous les tests ont été faits sur ce type de peau et vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Et le dernier conseil, c'est dans tous les cas, quand vous achetez un nouveau produit, faites un petit test sur un petit carré de peau avant de l'appliquer sur l'entièreté de votre peau. Parce que vous n'êtes jamais à l'abri d'une réaction, on ne sait jamais. Même si vous n'avez pas une peau atopique, tout est possible hein, parce que bah, le produit interagit forcément avec votre corps. Et donc, voilà. Donc, faire toujours un petit test, on ne sait jamais. Et puis après, bah, si ça fonctionne, il n'y a pas de souci, allez-y. Très bien. Bah, je te remercie infiniment, Leslie, pour cet épisode très enrichissant, plein de connaissances et de bons conseils. Merci infiniment. Il n'y a pas de problème. Peut-être à une autre fois. En tout cas, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sharing is Caring. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'accueillir Leslie, une ingénieure en chimie spécialisée dans la formulation de produits cosmétiques. Leslie nous a partagé son expertise et son approche innovante de la cosmétique tropicale, en mettant l'accent sur l'utilisation d'ingrédients issus de la biodiversité tropicale pour créer des produits respectueux de l'environnement et efficaces. Nous avons exploré comment elle contribue à la transformation de l'industrie cosmétique en collaborant avec des marques émergentes.
des hôtels et des instituts de beauté, tout en promouvant la fabrication locale dans les Caraïbes. Leslie nous a également éclairé sur les défis et les opportunités liées à la formulation de produits cosmétiques naturels et biologiques, soulignant l'importance de l'innovation et de la durabilité dans ce secteur. Si vous avez trouvé cet épisode enrichissant, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast, de cliquer sur « J'aime » et de laisser un commentaire pour nous partager vos impressions ou vos questions. Votre soutien nous aide à continuer de partager des contenus de qualité et à mettre en lumière des experts passionnants comme Leslie. Merci de faire partie de notre communauté Sharing is Caring. À la prochaine pour un nouvel épisode plein de découvertes et de partage.